Avant de me faire hospitaliser, j'étais vraiment extrêmement isolée. Dans ma tête, c'était le bordel. Ma chance, ça va être bête à dire, mais c'est d'avoir osé à Ça me va faire beaucoup aider. mieux Le maintenant. plus dur, c'était le silence. Et je ne pouvais rien faire. Psy, c'était toi. Bienvenue dans Et psy, c'était toi, le podcast qui brise les tabous autour des troubles psychiques en dépassant les idées reçues et les silences qui les entourent. Ici, on donne la parole à celles et ceux qui soignent, mais surtout à celles et ceux qui vivent ou ont vécu avec ces troubles. Parce que derrière les diagnostics, il y a des parcours, des voix, des expériences singulières. Je suis Chloé, et aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale des troubles de la conduite alimentaire, je reçois Sarah, Julie et Nadine pour parler d'anorexie mentale. Chaque année, en France, environ 6000 personnes sont touchées par l'anorexie mentale. C'est une maladie grave dont les conséquences peuvent être lourdes. Selon l'INSERM, entre 5 et 10% des personnes concernées font une tentative de suicide ou se suicident. Ces chiffres cachent des réalités complexes, souvent mal comprises ou encore entourées de nombreux préjugés. Alors peut-être qu'on peut commencer simplement. De quoi parle-t-on exactement quand on parle d'anorexie mentale ? Je vous propose de chacune y répondre à votre manière, avec votre expérience, et d'en profiter pour vous présenter en quelques mots. D'accord. Alors moi, je suis Nadine Satori, infirmière en pratique avancée dans l'unité de soins des troubles du comportement alimentaire ici à la CMME, et je travaille ici depuis 30 ans dans cette unité. Et pour répondre à la question de quel est l'état actuel de... Qu'est-ce que c'est que l'anorexie mentale ? Oui, quel est le regard aujourd'hui que l'on porte sur ces troubles ? C'est avant tout un trouble émergent qui est de plus en plus présent dans notre société. Donc, on peut faire le lien avec un contexte sociétal favorisant, précipitant à ces risques. Et en même temps, c'est une pathologie qui a toujours existé, qui a traversé les siècles et les âges. Donc, c'est une vulnérabilité humaine qui peut avoir des expressions en fonction des contextes. Et le regard aujourd'hui, il est que il y a une forte pression sur l'image corporelle, l'estime de soi. Enfin, l'image corporelle qui, elle, a un impact sur l'estime de soi. Et il y a une forte pression aujourd'hui, surtout pour les personnes en devenir, puisque c'est une pathologie qui a une expression essentiellement à l'adolescence. C'est dans cette période de transition du devenir un adulte que dans cet espace de vulnérabilité que risque de s'installer ce genre de phénomène. Et voilà, avec tout ce que ça peut entraîner comme peut-être déni, stigmatisation, non-dit, tabou autour de ces troubles. Voilà. Peut-être Julie pour compléter sur Oui. l'anorexie, la pathologie un peu plus. Oui, alors moi je suis Julie Moujol, je suis infirmière en pratique avancée mention psychiatrie santé mentale. Je travaille également avec Nadine à la CMME, plutôt sur l'unité des troubles des conduites alimentaires sur le versant boulimie. Mais je vais donner une définition un peu plus médicale de l'anorexie mentale. C'est plutôt, elle est caractérisée par une restriction sévère de l'alimentation, une perte de poids importante également, et une distorsion du corps, donc une dysmorphophobie généralement chez les patientes. Elle peut être aussi caractérisée par un IMC qui est inférieur à 17,5. Voilà. Avec votre regard à vous. Donc moi, je ne prétends pas pouvoir donner une définition de l'anorexie mentale parce que ce n'est pas précisément pour ça que je suis interviewée aujourd'hui, puisque moi, je suis victime d'anorexie mentale. Je rejoins Nadine sur ce qu'elle disait précédemment sur l'âge. En fait, moi, j'ai eu 2 périodes très strictes de restrictions qui ont concerné ma période de début d'âge adulte vers l'âge de 18-19 ans. Donc pour les raisons aussi qu'évoquait Nadine, à savoir le fait de grandir, l'émancipation, des facteurs traumatisants par ailleurs qui ont favorisé en fait mon début d'anorexie mentale. Puis j'ai une seconde phase d'anorexie mentale plus tardive cette fois-ci, à l'aube de mes 40 ans, pour des raisons qui étaient là encore aussi très liées à un trauma. Donc je ne suis pas compétente pour définir plus que ça en fait. Oui, bien sûr. Mais peut-être que je me tourne un peu plus vers vous, Sarah, pour peut-être qu'on comprenne un peu mieux votre parcours. Si vous voulez
continuer à nous expliquer un peu ce qui vous a peut-être amené à votre première hospitalisation dont vous parliez juste avant. Alors moi, j'ai été hospitalisée une première fois, donc à l'âge de 19 ans, sur les recommandations de mon médecin psychiatre, qui s'appelle le docteur Thierry Léonard, qui m'avait suggéré de manière assez répétitive, parce que c'est assez long d'accepter le constat qu'on est malade. Donc déjà, il faut admettre qu'on est porteur d'une maladie, enfin d'un trouble. Lorsque j'en ai pris conscience, j'étais déjà à un poids qui était bas, et le docteur Léonard m'avait parlé de la CMME, en m'expliquant qu'il y avait une structure d'hospitalisation complète qui accueillait des patientes tout à fait, et je remplissais à ce moment-là toutes les conditions favorables à une hospitalisation complète. J'ai mis un peu de temps, il faut admettre que c'était pas simple du tout. Je vivais à Londres à l'époque, donc pour moi ça voulait dire rentrer en France, ça voulait dire déjà d'une part accepter d'être malade, accepter le soin, accepter de se faire aider. Et donc, en fait, j'ai décidé, peu de temps après ma rencontre avec le docteur Léonard, de me faire hospitaliser. Et j'ai donc fait cette première hospitalisation complète à la CMME, qui avait duré à l'époque 9 mois. J'avais fait tout le programme de phase 1 à la stabilisation. Et est-ce que c'est quelque chose de courant, finalement, cette phase un peu d'acceptation qui peut être longue? Et comment elle se caractérise souvent chez vos patientes? Oui, alors on peut l'appeler le déni. C'est un phénomène qui est très présent quand la peur est là. Et c'est un phénomène qui est présent peut-être, probablement, à bien y regarder, dans beaucoup de pathologies, mais très prégnant, très, très symptomatique dans les troubles du comportement alimentaire. Et le déni, c'est il a une fonction, c'est se protéger de la peur, c'est éviter le réel, mais c'est aussi finalement rester dans une forme de solitude et de retrait. Ce qui est à peut-être énuméré dans ce déni, ce qui est particulier peut-être dans les TCA, dans le déni, dans le constat que l'on peut faire, c'est la contamination. Et quelquefois, c'est un déni collectif. Alors, quelquefois, c'est le patient qui est dans le déni. Quelquefois, c'est l'entourage qui est dans le déni. Quelquefois, c'est tout le monde qui est dans le déni. Et puis, quelquefois, c'est personne qui est dans le déni. Mais en tout cas, c'est une étape. De toute façon, c'est une étape qu'on peut identifier dans tous les processus de changement. Et on est confronté à ces processus de changement quand on est face à une maladie, face à un changement qui va impacter l'intégrité. Et de votre côté, l'entourage, vous diriez qu'il était enfin, les gens qui vous entouraient à ce moment-là, est-ce qu'ils s'apercevaient des... Alors, je vais vous dire, moi, je viens d'une famille de soignants. Mon entourage direct est quand même très empreint de santé. Je pense qu'à ce moment-là, en fait, on reste parent d'un enfant et pas soignant d'un enfant. Donc, il y a ce que disait Nadine est tout à fait juste, c'est-à-dire que même mon entourage, pendant assez longtemps, ne voulait pas voir ce qui était flagrant, c'est-à-dire ma maigreur, ma manière aussi de me conduire sur le plan alimentaire, mon isolement. Avant de me faire hospitaliser, j'étais vraiment extrêmement isolée, alors même que j'étais rentrée chez mes parents, mais je ne pouvais pas être avec eux. Et je pense qu'effectivement, il y a une part de déni parce que c'est très dur aussi d'accepter de voir ce qu'on a sous les yeux, c'est-à-dire quelqu'un qui va mal, en fait. Et dans mon cas, ce qui m'a vraiment aidée, c'est le docteur Léonard, parce qu'il a permis à mes parents aussi, et à mon entourage, de comprendre que c'était une maladie, et qu'il y avait des traitements, qu'il existait des moyens d'essayer de petit à petit progresser face à cette maladie. Donc c'est vrai que je rejoins tout à fait le déni chez le patient, tout à fait, 100%. Et est-ce qu'on peut parler peut-être des signes, si on est proche par exemple de quelqu'un et qu'on se pose des questions, ou si soi-même on se pose des questions, est-ce qu'il y a des signes qui doivent nous alerter? Qu'est-ce qu'on fait si moi par exemple j'ai une amie où je me pose des questions, qu'est-ce que je fais en fait? Alors déjà, il faut identifier avant de faire, Ouais. avant d'agir, quoi faire. Les réponses, elles sont plurielles, mais elles sont très singulières en même temps. Et alors pour identifier d'abord, c'est d'abord peut-être comment est-ce qu'on peut identifier c'est quelqu'un qui mange pas avec les autres, c'est quelqu'un ou mange différemment, qui est en retrait, en tout cas qui est dans une forme d'isolement.
on pourrait appeler ça de la solitude, mais en tout cas un repli alimentaire, comportemental, au moment où il s'agit de manger, avant, pendant, après. Voilà. Ça peut être à différentes périodes, c'est ce que je veux dire. Et puis, avec un impact aussi, finalement, au niveau du corps, du poids. Et puis, avec une forme d'impact contextuel, de rupture. C'est-à-dire, la fluidité de la vie est relativement interrompue, que ce soit la vie familiale, scolaire, amicale. À un moment donné, il y a une rupture. Il y a un isolement concernant les repas, mais il y a aussi un isolement concernant, en fait, les amis, le travail. Sa vie. Complètement. Voilà. Ouais. C'est des patients qui se mettent en retrait, en fait, de la vie, de la société, qui s'isolent complètement, qui souffrent, en fait, dans leur coin. Et dans ce paradoxe, Julie, que tu évoques, il y a aussi finalement quelquefois ce qu'on repère, et peut-être que Sarah pourra compléter, c'est que finalement, il y a cette rupture, il y a ce repli, cet isolement, et quelquefois, malgré tout, la vie continue et la personne essaye de maintenir des choses, mais de manière très vulnérable, temporaire, aléatoire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va être de manière différente au rendez-vous de la vie, avec une volonté de maintenir à tout prix, c'est-à-dire continuer à aller à l'école sans manger, ou continuer à être performante au boulot, tout en étant dans ce manque d'énergie. Et donc il faut identifier un peu, essayer d'identifier un peu ces temps-là. Je trouve que c'est devenu compliqué, en fait, aujourd'hui, d'identifier auprès des siens. Alors, effectivement, dans le cas d'extrême maigreur, c'est assez facile de le percevoir et de le voir, tout simplement. Mais il y a tout un TCA aujourd'hui qui est muet, discret, qui s'installe dans le temps. Donc, les comportements, les attitudes des gens ne vont pas forcément être criantes, comme dans mon cas à moi, d'une anorexie mentale très sévère, où il y a un facteur de poids et d'esthétique où c'est évident. Et je trouve que c'est de plus en plus, en fait, compliqué parfois de diagnostiquer un TCA. Effectivement, dans le cas de l'anorexie mentale, comme le disaient les soignantes, le premier critère, c'est le poids. Donc effectivement, sur un cas d'anorexie stricte, je veux dire, le poids va être un marqueur très rapide de la maladie. Mais il n'y a malheureusement pas que ces cas-là. Et il y a des femmes ou des hommes qui vont être physiquement bien portants et qui pourtant vont être très malades. Donc je pense qu'il faut aussi alerter sur le fait de dire, c'est pas parce qu'on a un poids OK que c'est OK. Voilà. C'est vrai. Donc, c'est oui, très juste. elle a raison, Sarah. On parle beaucoup d'anorexie mentale et c'est aussi l'intérêt de ce podcast. Mais en fait, dans les TCA, il n'y a pas que l'anorexie mentale. Il y a une multitude de types de troubles de conduite alimentaire, dont la boulimie. Et généralement, les patients qui souffrent d'hyperphagie-boulimie, c'est des patients qui ont un poids normal avec un IMC normal et donc du coup qui passent la plupart du temps inaperçus dans la société. En fait. Et voilà. Et pour autant, il y a une souffrance. Énorme souffrance. Énorme. Mais comme dans tous les troubles des conduites alimentaires, c'est Et est-ce que... en commun la souffrance psychique. Ouais. Et la chose marquante que j'ai oublié de citer, c'est aussi finalement, parce que tout le monde peut avoir une période de retrait alimentaire ou d'excès alimentaire ou de variation alimentaire, de conduite alimentaire un peu chaotique. Ce qui va faire maladie, c'est la temporalité aussi. C'est outre l'impact que j'évoquais sur les conditions de vie, il y a aussi la durée. Si moi, je mange pas pendant 8 jours parce que voilà, je dis pas manger pendant 8 jours, mais si j'ai une baisse de mes apports sur une semaine, sur un mois, mais que c'est pas conséquent et que j'arrive à le relier à un contexte, à des événements de vie, et c'est réactionnel. Et donc, ça n'est pas un trouble du comportement alimentaire. Ce qui fait le lit de la maladie, c'est tous ces impacts-là, mais c'est aussi la temporalité avec l'impact que j'évoquais au niveau du déroulement de la vie et de la relation aux autres. Le besoin de contrôle, en fait, c'est complètement différent de ne pas manger pendant quelques jours parce qu'on a une rupture et que c'est en lien avec un événement particulier, mais que c'est dans le temps, c'est limité dans le temps.
Là, il y a vraiment autre chose, quoi. Ouais. Le fait de vouloir maîtriser son poids et de vouloir de pas être satisfaite du tout de son apparence physique ni de son corps. Et justement, je vais rebondir sur ce que tu dis, Julie, qui est fondamental dans les troubles du comportement alimentaire, c'est cette faible estime de soi et cette dysmorphophobie, c'est-à-dire c'est un regard sur soi qui devient anxiogène, qui ne permet plus justement le libre déroulement de la vie, et donc il y a des freins, il y a des anxiétés, il y a des questions, des préoccupations qui font, et ça c'est très marquant, c'est une faible estime de soi et un regard sur soi qui souvent est soit anxieux, soit même carrément déformé, c'est ce qu'on appelle la dysmorphophobie. Chez vous, comment vous diriez que ça se présentait ou ça se présente le plus Mon trouble du comportement alimentaire ? Objectivement, je pense dans tous les spectres. C'est-à-dire sur le plan alimentaire, ça va être un contrôle intégral de ma journée, de ma routine alimentaire. Moi, pour vous donner un cas très précis, puisque moi je suis quelqu'un qui aime bien donner des indications très concrètes, je pesais tout. Tous mes aliments étaient pesés selon une barrière que je m'étais fixée, bien sûr. Donc c'était énormément de rituels liés à l'alimentation. Donc tout était ritualisé. On pourrait même dire que c'était des tocs en fait, parce que si je ne faisais pas ça, ça me créait une anxiété supplémentaire. Donc globalement, tout était organisé, pesé. C'était un isolement progressif de mon environnement d'abord familial, parce que j'avais bien conscience que s'il me voyait et qu'il me voyait régulièrement, il n'allait avoir de cesse que de me répéter « Sarah, ça ne va pas, tu ne vas pas bien, ça ne va pas ». Donc pour éviter justement de me confronter aux autres et au regard que mes proches, mes amis, ma famille pouvaient porter sur moi à ce moment-là, je me suis isolée. C'est aussi un isolement professionnel, c'est-à-dire que sur les derniers mois avant de me faire hospitaliser, j'étais tellement mal physiquement que j'étais dans l'incapacité de me déplacer pour travailler. Pour autant, je n'ai pas arrêté de travailler, puisque effectivement, il y a encore là un côté de contrôle. On veut maîtriser quand même un maximum de choses en étant plus capable de maîtriser grand-chose, mais le peu qu'on peut maîtriser, on essaye. Donc moi, jusqu'à la veille de mon hospitalisation, je travaillais. Donc je voulais maintenir ce travail, coûte que coûte. Et je pense qu'après, c'est effectivement ce que disaient Julie et Nadine d'ailleurs, c'est vraiment... Notre vie n'est que des rituels. Voilà. On ritualise tout. Tout devient rituel. Je me pesais 40 fois par jour. Je veux dire, j'étais marquée physiquement comme quelqu'un de vraiment très malade, mais psychologiquement, j'étais aussi très malade. Et ça, c'est plus compliqué parce que à ce moment-là, je n'avais pas l'énergie, la disponibilité pour pouvoir communiquer aux autres mon mal-être. À un moment donné, vous tombez tellement bas que finalement, il faut vraiment, je pense, à ce moment-là, se faire aider par des personnes qui sont compétentes, parce que l'entourage ne peut, avec la meilleure volonté du monde, vos proches, que ce soit amis, famille, mari, femme, ils ne peuvent pas vous donner l'aide dont vous avez besoin à ce moment-là, en fait. C'est pas possible. C'est pas de leur faute, hein. C'est parce que vous êtes empreint de trop d'habitudes qu'il faut, en fait, vous sortir de ce circuit, en fait, hein. Et peut-être ça peut nous emmener à parler de justement comment est-ce qu'on traite l'anorexie mentale, avant, et peut-être, enfin, s'il y a une phase avant l'hospitalisation, parfois, comment ça se passe à partir du moment où on est hospitalisé, quelles sont les différentes disciplines qui sont apportées d'un point de vue du soin. Alors ça, on n'a pas répondu à votre question de tout à l'heure, qui est qu'est-ce qu'on fait, hein. Ouais. Et donc là, elle revient sur le tapis, cette question, effectivement, qu'est-ce qu'on fait quand on est l'ami d'une jeune fille dont on pense que, tiens, elle n'est pas là quand on va à la cantine, ou tiens, elle est trop maigre. Qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, pas de rupture, c'est déjà quelqu'un qui est très isolé, très en difficulté, cette anxiété que vous décriviez très bien, Sarah, autour du contrôle. Pardon ? Pas de jugement. Voilà, pas de jugement. Maintenir le lien. Vous avez parlé de cet isolement, hein, qui est délétère, et c'est la première, c'est la première chose à préserver, la relation. Ensuite, en parler. Dans le cadre de cette relation, alors en parler pour orienter, parce que comme l'a très bien dit Sarah, ça reste une maladie, et quand on a une maladie, c'est auprès des soignants, tout comme quand on a mal aux dents, on va pas chez le boulanger, enfin, on va... donc c'est très important de trouver tout de suite le chemin du soin.
Et alors, évidemment, quand les personnes sont très jeunes, les infirmières scolaires ont tout à fait leur rôle à jouer. Il y a un rôle de dépistage, d'identification. Il y a des choses qui se repèrent. Il y a une écoute, une disponibilité qui est là. Elles ont un rôle très, très important. Il y a la famille, mais pour ensuite aller vers des spécialistes. Les médecins généralistes sont en première ligne. Les pédiatres, puisque ça arrive souvent à l'adolescence. Ouais. Les pédiatres. Ouais. Tout ce qui est personnel soignant. Alors aujourd'hui, en France, on voit aussi, pour répondre à tous ces besoins, une fois que les premières lignes sont mobilisées, ce qu'on voit très bien, c'est que l'organisation sur le territoire, elle se construit. Moi, avec le recul que j'ai, je peux témoigner de ça. Et aujourd'hui, on a des centres experts qui ont toute leur importance dans l'orientation, dans l'aiguillage. Et l'évaluation diagnostique aussi, parce que c'est pareil. On peut penser que une amie ou un ami a un TCA, et puis c'est pas forcément le cas. En fait, on a vraiment besoin d'avoir accès à des professionnels de santé qui sont hyper formés aux troubles des conduites alimentaires pour poser un diagnostic et pouvoir orienter de la meilleure manière possible, parce que c'est pareil, il y a plusieurs endroits où on peut orienter des patients qui souffrent de troubles des conduites alimentaires. D'ailleurs, vous, Sarah, vous avez été hospitalisée au 3e, mais en fait, pour un autre type de trouble des conduites alimentaires, on aurait pu hospitaliser soit dans une autre unité de soins hospitalière, ou dans un hôpital de jour, ou uniquement en ambulatoire avec un psychiatre ou un psychologue spécialiste dans les troubles des conduites alimentaires. Enfin, vraiment, il y a une multitude de soins possibles. Et sans cette évaluation-là diagnostique, c'est difficile d'orienter les patients. Moi, je vous rejoins sur ce que vous disiez, comment aider. En fait, je trouve que ce qui est très important, je suis assez d'accord avec ce que disait Julie, c'est de ne pas être dans le jugement. C'est-à-dire que on accueille très mal, en fait, en tant que patient, enfin en tant que malade, en tant que souffrante de TCA, une remarque d'un tiers, que ce soit de la famille, de l'entourage, si c'est pas une remarque qui est amenée avec effectivement beaucoup de bienveillance. En disant, tu sais, Sarah, on est très inquiet pour toi. Ça, on l'entend. Dire, Sarah, faut que tu manges, ça va pas. On peut pas l'entendre, en fait, à ce moment-là, parce que du coup, ça crée une opposition avec la personne qui est en face de nous, et on l'accueille mal. Alors que recevoir quelque chose qui est rempli, empreint de beaucoup de bienveillance, quelque part, petit à petit, ça commence à germer aussi dans notre tête le fait de se dire, on a besoin effectivement d'aide. Après, je rejoins aussi l'analyse qui a été faite sur les jeunes femmes et les jeunes hommes. C'est vrai que moi, ma première hospitalisation, j'étais déjà majeure, mais il force est de constater qu'aujourd'hui, les TCA touchent de plus en plus de jeunes, voire de très jeunes, et qu'il y a vraiment, je trouve que même dans les écoles primaires, etc., il y a un devoir aussi de l'entourage, donc des instituteurs, et pas que, même des parents d'élèves, de noter lors de goûters d'anniversaire. Il y a quand même des caractéristiques, même dans la gestuelle des enfants ou des adolescents qui souffrent de TCA, des choses qu'on peut déjà noter. Et finalement, en fait, c'est plein de petites choses mises bout à bout qui permettent d'aider les gens. Après, moi, j'ai pas eu besoin de passer par le centre expert parce que j'étais en fait dans un stade, cette fois-ci, tellement avancé de la pathologie qu'il n'était plus question d'avoir des alternatives de soins. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à il y a 20 ans, l'offre de soins est extrêmement riche et diversifiée, et qu'effectivement, il y a plein d'options possibles aujourd'hui pour se faire aider quand on souffre d'un TCA. Je vous parle de ça il y a 20 ans, lorsque moi j'ai fait ma première hospitalisation. Il n'y avait pas tous ces outils, toutes ces propositions de soins, d'accompagnement. C'était beaucoup moins riche en thérapie. Aujourd'hui, on a vraiment de la chance parce qu'il existe beaucoup de formats, de rythmicités différentes, et qui peuvent correspondre avec des moments de vie, des instants différents pour chacun et chacune, en fait. Et puis, vous n'avez pas été obligé de passer par le centre expert parce qu'en fait, le diagnostic de TCA et d'anorexie mentale, il avait déjà été posé il y a une vingtaine d'années. Tout à fait. Vous étiez rétabli depuis plus de 20 ans et il y a eu une rechute de votre pathologie. Mais le diagnostic avait déjà été posé. Tout à fait, oui. Et justement, en parlant de rechute, on peut se poser la question, est-ce qu'en fait on guérit
des TCA, de l'anorexie mentale? Est-ce qu'on parle d'une guérison ou de rémission, comme on pourrait parler dans le cas d'un cancer? Enfin, est-ce que les deux peuvent exister? Je vais amorcer une réponse et puis je vous invite à me suivre et à me contredire. Alors, moi, je pense que c'est important, mais ça, c'est ma position. Moi, je défends l'idée que oui. Et c'est important parce qu'il me semble qu'un élément essentiel dans l'évolution des troubles, et ça vaut pour le patient, mais ça vaut aussi pour les soignants, il faut qu'on soit habité par l'espoir. Et si on n'est pas habité par l'espoir, comment on va accompagner ces personnes? Quel regard on va porter? Qu'est-ce qu'on va dire? Comment on va le faire? L'accompagnement. On va construire les éléments structurants sur quel terreau? Si on n'est pas habité par cet espoir d'une guérison possible, oui. Par contre, je pense que à tort, on parle de rechute parce que ça n'est qu'une recrudescence des troubles, quelquefois, et que peut-être on devrait parler peut-être de rémission. Voilà. Mais moi, je dis, et je le défends parce que je l'ai vu de mes yeux, et que je pense, et que quelque part, je milite peut-être au sujet de cette idée. Oui, la guérison est possible pour les troubles du comportement alimentaire. Oui. Est-ce qu'il y a des éléments à apporter? Moi, je suis un tout petit peu moins d'accord avec Nadine. On parle de guérison quand il n'y a plus du tout de symptômes et qu'on revient à l'état antérieur à la maladie. Et en fait, une fois qu'on a vécu la maladie, je pense que c'est assez difficile de revenir à l'état antérieur à cette maladie, avec une absence complète de symptômes, ni d'idées, pas d'idée de ce que c'est que cette maladie, en fait. Et je parlerais plutôt, moi, de rétablissement, avec une absence partielle de symptômes, ou une absence totale de symptômes, mais toujours dans l'idée de j'ai été malade, donc je sais aussi ce que ça veut dire et comment appréhender certains symptômes s'ils reviennent. Moi, je trouve que le mot rechute n'existe pas, pour ma part. Pour moi, c'est pas une rechute ce qui s'est passé cette fois-ci par rapport à la dernière fois. En fait, depuis l'âge de 13-14 ans, j'ai les troubles du comportement alimentaire qui m'ont suivi toute ma vie. J'ai pas eu de période sans troubles du comportement alimentaire sur maintenant le plus clair de mon existence. Cela étant dit, je suis toujours assez partagée parce qu'en fait, j'aime bien aujourd'hui dans notre société, on aime bien mettre des mots, des termes. Finalement, l'important, c'est pas vraiment de savoir rémission, rétablissement. L'important, c'est de se dire, est-ce que demain, ma vie, je serai capable de la vivre de manière épanouie, heureuse, en ayant un TCA plutôt discret, voire muet dans certains cas. Et je pense que c'est ça l'objectif finalement, c'est de se dire, apprendre à vivre, apprivoiser un peu notre TCA pour qu'on ait une vie heureuse et épanouie, ou heureux et épanoui. Avec une forme de liberté. C'est ça. Exactement. Et je reviens un peu en arrière sur ma question des traitements qui sont mis en place, juste pour qu'on ait une idée, parce que tout à l'heure on parlait des souffrances psychiques, aussi ce qui se passe au niveau du corps, donc je suppose qu'on n'a pas qu'une seule manière d'apporter du soin, une fois qu'on est hospitalisé par exemple, donc est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus des différentes choses qui sont faites à l'hôpital? En termes de traitement médicamenteux, c'est simple, pour l'anorexie mentale, il n'y en a pas. On va traiter tout ce qu'il y a à côté. Par exemple, on sait que l'anorexie mentale, ça va toucher tous les organes. Et donc, il va y avoir des symptômes sur tous les organes. Et donc, c'est ça qu'on va traiter. Mais en traitement de l'anorexie mentale médicamenteux, il n'y a pas de traitement. C'est important de le dire. Voilà. Après, il y a les traitements adjuvants ou symptomatiques, traiter l'anxiété, voilà. Pour ce qui est du traitement hospitalier, par exemple, et ce qui semble être le modèle de soins qui émane de la recommandation, des recommandations à HAS, ça reste un accompagnement, un traitement centré sur l'ici et maintenant. C'est ce qu'on appelle la thérapie cognitive et comportementale. C'est donc travailler sur le comment finalement on va faire et pas pourquoi vous êtes malade, mais comment on fait pour sortir de cette situation
Et donc, il est ce traitement essentiellement ancré sur l'ici et maintenant. Et ce qui est essentiel dans ce traitement, dans cet accompagnement du quotidien pour remonter un peu l'histoire du temps, soigner le corps, soigner l'anxiété, soigner l'esprit, il faut de l'autre, de l'accompagnement, et c'est essentiel. Et donc, Et s'il n'y a pas de traitement médicamenteux, il y a quand même un traitement essentiel, ça va être la renutrition. voilà. Pour les patients qui souffrent, pour les patients et les patientes qui souffrent d'anorexie mentale. Et donc ici, à la CMME, on a un modèle de soins qui est en place depuis plus d'une trentaine d'années, presque 40 ans, qui est basé sur la thérapie cognitive et comportementale. C'est donc un accompagnement qui est contractualisé, très ancré, très concret, avec des objectifs, et comme le disait Julie, centré essentiellement sur le poids, qui est l'essentiel pour le préalable, le prérequis au changement. Donc le poids, mais aussi toute la symptomatologie comportementale autour d'un TCA, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure, on a parlé d'estime de soi, de dysmorphophobie, on a peu parlé des stratégies de contrôle de poids. Tu parlais de contrôle tout à l'heure, Julie, c'est effectivement un élément prégnant, et dans le cadre de ce contrôle, il faut essayer de juguler, d'accompagner, de modifier, en tout cas accompagner le changement autour de ces symptômes de contrôle du poids, voilà. Donc tous ces éléments-là, s'il faut les nommer, ce serait les stratégies de contrôle de poids, ça peut être les vomissements, les laxatifs, les diurétiques, l'hyperactivité, voilà, psychique, tous ces éléments qui font le lit de la maladie. Oui, et quand vous parlez d'un accompagnement contractuel, ça veut dire que littéralement, on passe un contrat avec le patient, c'est ça, hein? C'est-à-dire qu'on est ensemble. C'est pas une ordonnance, c'est nous sommes avec. On établit quelque chose avec l'accord du patient et on y va ensemble. Le patient, il n'est pas tout seul, il est déjà tout seul dans sa maladie. Donc, quand il arrive à l'hôpital, on y va avec lui et on lui propose quelque chose que l'on va partager, et on a un engagement mutuel. C'est-à-dire que le patient, une fois qu'il est OK, une fois qu'on a convenu de ce qu'on allait faire, il fait sa part, nous faisons la nôtre. Et c'est ce que je disais, c'est cet accompagnement qui est tout à fait particulier, contractualisé, et c'est une organisation toute particulière autour de ce quotidien alimentaire et des conséquences de l'alimentation. Et Sarah, elle a vécu ces phases-là. Oui, moi j'allais rebondir ce que vous disiez sur le traitement. Je crois que le seul traitement dans le cas du TCA, c'est la volonté de vouloir modifier justement nos conduites. Quand on a la volonté vraiment de vouloir avancer, essayer de s'en sortir, je crois qu'à partir de ce moment-là, en fait, le meilleur traitement, c'est celui-là. Finalement, c'est d'avoir conscience de notre état, de nos habitudes pour pouvoir se faire aider. Encore une fois, sur le contrat, je trouve que c'est très important. C'est un contrat, en fait, c'est un engagement réciproque. C'est exactement ça. C'est-à-dire, certains vont le prendre un peu comme la carotte et le bâton. Pour ma part, j'ai jamais analysé ça comme ça, parce que pour moi, finalement, c'est un moyen aussi de nous aider à avancer. Parfois, on manque aussi d'envie, de motivation. Et quelque part, avoir des objectifs, de quelque nature qu'ils soient, donne aussi de l'espoir, des perspectives. On manque, nous, énormément de perspectives. Je veux dire, notre quotidien est tellement organisé, orchestré, qu'en fait, on n'est plus du tout dans une dynamique du présent. On est déjà dans le coup d'après. Bon, là, on est là, mais en fait, on n'est déjà plus là. On est déjà dans l'heure qui va suivre, dans les 2 heures. Donc, ce système un peu, effectivement, de contrat, en disant, voilà, on passe, en fait, quand on est hospitalisé en hospitalisation complète, on passe des contrats par phase. Il y a une première phase qu'on appelle la phase 1, qui est une phase qui est exclusivement dédiée à une phase d'abord de renutrition pour celles qui sont très dénutries. Puis ensuite, vous engagez sur une seconde phase qui va être une phase beaucoup plus, où là, on va avoir beaucoup plus de soins d'ordre psychiatrique, d'image corporelle, travailler aussi sur la dysmorphophobie, travailler aussi sur tout ce qui est rempli de notre quotidien, c'est-à-dire nos troubles liés à des TOC, que ce soit d'hygiène, alimentaire. Et ensuite, vous avez une dernière phase qui est la stabilisation, où là, vous avez atteint votre poids, on va dire votre poids de forme, qui est très intuitu personné. Chacun a un poids de sortie qui est différent. Un poids qu'on estime être votre poids, avec lequel vous êtes en bonne santé. Et pendant cette phase-là, vous reprenez à ce moment-là un peu contact avec l'extérieur. Les 2 premières phases sont des phases où en fait on vous seuvre
de tout ce qui fait votre quotidien pour vous aider finalement à vous recentrer sur vous-même. Objectivement, la phase 1, pour l'avoir vécue cette fois-ci de manière très intense, c'est une phase où objectivement votre tête, votre cerveau, en tout cas dans mon cas, n'était plus capable de comprendre tellement j'étais dénutrie. Donc la phase 1, je vous dirais que j'ai très peu de souvenirs de cette phase parce que c'était une phase où j'avais besoin déjà de reprendre de l'énergie, purement et simplement. J'étais arrivée tellement à un stade de poids tellement bas qu'il fallait déjà que mon corps se réacclimate à manger sainement, manger équilibré. Phase 2, beaucoup plus intéressante. On commence la phase de psychologie, de psychiatrie même, de trauma, d'image corporelle. Et finalement, chaque phase a sa cohérence par rapport à notre évolution aussi, en fait. Donc, quelque part, ce contrat qui fait souvent très peur aux patients n'est pas un contrat, c'est-à-dire que c'est pas un contrat de prêt, c'est-à-dire que c'est un contrat, c'est surtout un contrat moral. Et je trouve que c'est important parce que les soignants ne peuvent nous aider que si nous, on a envie d'avancer. Un soignant ne pourra jamais vous aider si vous êtes en combat et en lutte permanente avec votre patient. L'objectif, il est vraiment qu'on puisse adhérer à un protocole de soins pour nous aider. Et ça, je pense que c'est important de le dire. Ne pas arriver dans une hospitalisation en se sentant contrainte ou contraint de la faire, parce que dans ce cas-là, effectivement, on n'en tirera pas les bénéfices de ce cadre qui est objectivement extraordinairement riche en compétences. Et pour autant, c'est très juste et c'est la base pour le changement, cet engagement qui est très important, qu'il faut préparer parce que quelquefois on a des personnes qui ne sont pas justement prêtes à cet engagement et qui pour autant mettent leur vie en danger et qui donc vont avoir besoin d'un étayage malgré tout et peuvent se trouver ponctuellement dans des impasses un peu et vont avoir besoin plus que d'autres encore de soutien, d'accompagnement. Donc c'est tout un travail motivationnel à dérouler autour de ces situations cliniques particulières. Je voudrais juste rebondir aussi sur un élément très important que Sarah vient de citer, c'est cette indisponibilité à l'instant présent. Le contrat, c'est une succession d'épreuves de réalité. Dans la pathologie, il y a un évitement de l'instant présent, vous venez de le dire. C'est vraiment quelqu'un qui évite d'être là, parce que c'est trop dur d'être là, ici et maintenant, et quelqu'un qui va donc, comme le disait Julie, être dans le contrôle. Donc on est dans le contrôle, on est dans l'anticipation anxieuse, on est dans le train d'après, et puis quelquefois, on a peur de l'avenir, du coup, ces personnes-là vont être bloquées dans l'instant d'avant. Mais pas ici et maintenant. Et manger, l'instant, c'est ici, tout de suite, là, maintenant que ça se passe. Et c'est le modèle de soins propose de travailler via le contrat autour de cet ancrage dans l'ici et maintenant. La thérapie cognitive et comportementale, elle est un déroulé de tâches à réaliser et qui ont pour objectif justement de travailler cet ancrage dans l'instant présent. Et comme le disait très bien Sarah aussi, quand on est trop dénutri, finalement, c'est difficile d'être dans l'instant présent parce que le cerveau, quand les personnes ont physiquement maigri, elles ont maigri aussi de tous les organes. C'est ce que tu disais, Julie, cette vulnérabilité physique. Et donc, c'est très difficile dans cette vulnérabilité d'être dans l'ici et maintenant et d'être dans ce travail autour du quotidien. Et donc, il y a une espèce de survol. Et l'accompagnement, la présence, le tiers, va finalement avoir une mission très importante autour de cet ancrage, cette nécessité d'être là. Sarah parlait de volonté et Nadine, toi tu disais effectivement qu'il y a des fois, c'est pas qu'une question de volonté. Bien sûr. Ouais. Effectivement, certains patients qui sont tellement en danger physiquement pour leur vie, etc., et qui n'ont pas encore eu le déclic de cette volonté-là, et pourtant qu'on va quand même amener aux soins et qu'on va quand même aider malgré ça, et puis les amener à avoir cette volonté que vous décrivez à un moment donné. Mais bien sûr, et je suis très objective là-dessus. Je trouve qu'il ne faut jamais porter le jugement sur quelqu'un qui fait un parcours de soins, parce que qu'on le finisse ou pas, quelque part, on sait, chaque petit pas qu'on peut faire pour s'aider, en fait, il faut les prendre. Et effectivement, faut
faut jamais être dans le jugement de ce que l'autre fait. Chacun fait avec les ressources dont il dispose au moment où ça se présente. Effectivement, plus on va adhérer à un programme, mais ça c'est valable dans n'importe quelle phase de notre vie, que ce soit un programme scolaire, un programme de santé, plus on va adhérer et plus les résultats vont être efficaces. Ça c'est un fait. Mais je trouve que il y a des patients qui ne souhaitent pas, qui ne peuvent pas aller au bout d'une hospitalisation. Et en fait, c'est pas grave parce que ils ont tiré de cette hospitalisation ce qu'ils ont pu à ce moment-là. Et je trouve que de manière générale, on est dans une société où on juge énormément et finalement, moins on a de jugement et plus on peut aider les autres. Et je trouve que c'est important, vous avez raison de le dire. En l'occurrence, effectivement, sur un cadre d'hospitalisation complète, ce sont des conditions d'hospitalisation qui sont quand même très strictes. Parce que la pathologie, je pense, à un moment donné, oblige les soignants à effectivement avoir cette rigueur. Mais encore une fois, il y a des hommes et des femmes qui ne souhaitent pas rester, qui ne peuvent pas rester. Et ils ont pris ce qu'ils ont pu prendre à ce moment-là. Et c'est OK aussi, en fait. Et c'est pas un échec, en fait. Ça Tout permet à fait. d'avoir mis un pied dans les soins. Tout à fait. Et se dire que c'était possible. C'est pas possible de le finir maintenant, mais ce sera peut-être possible plus tard. Et je trouve, pour rebondir là-dessus aussi, je trouve qu'il y a aussi quelque chose sur lequel, à mon avis, il y a encore beaucoup de travail à faire, c'est la préparation à l'hospitalisation. En fait, il y a pas assez, dans le cadre de tout ce on fait beaucoup de prévention maintenant, je trouve, sur le trouble du comportement alimentaire, mais on n'explique pas assez aux gens qui en sont atteints exactement comment se passe une hospitalisation sur un plan très concret. Et du coup, il y a plein de jeunes femmes et de jeunes hommes qui arrivent en hospitalisation complète, qui arrivent parfois de secteurs d'urgence, donc en fait, on les transfère de Paul Brousse directement à la SAMME. Ils n'ont pas conscience ou connaissance en fait des règles et des conditions d'hospitalisation et donc sont assez régulièrement choqués, surpris de ces conditions-là. Et finalement, ils adhèrent moins au protocole par manque en fait d'information et de sensibilisation avant d'être hospitalisés. Alors que si on prévenait un petit peu mieux, qu'on informait les gens exactement comment ça allait se passer, à mon niveau, je parle vraiment dans mon cas très précis, je pense que ça pourrait aider beaucoup de gens à avoir moins peur et moins d'a priori sur l'hospitalisation. Est-ce que pour vous, justement, le fait d'avoir eu une première hospitalisation, ça a changé quelque chose pour la seconde ? C'est-à-dire que pour la seconde, je peux vous dire que j'étais proactive dans mon hospitalisation à partir du moment où j'ai compris que j'étais en danger, parce que je me rendais bien compte que j'étais en train de mourir. Et que là, il était vraiment question de vie ou de mort. Et il faut appeler un chat un chat. J'étais mourante. C'est-à-dire que pour moi, il n'y avait plus d'autre option. Il n'y avait pas d'alternative de soins. C'était ça où je partais dans un cycle qui allait très mal se terminer. Ouais, on voit bien le décrochage avec l'instant présent. Et il fallait vraiment quelque chose de très structuré autour de cet ici et maintenant. Mais vous avez dit un truc, ce que vous disiez au sujet de la préparation, je l'entends tout à fait. C'est évidemment le préalable à un travail de fond, et effectivement, et qui va être à l'ouvrage, sur l'ouvrage, à mettre au travail tout au long des soins, de toute façon. Mais effectivement, cette préparation à l'hospitalisation, elle est tout à fait particulière. Et en même temps, vous l'avez dit aussi précédemment, c'est que la vulnérabilité contextuelle fait quelquefois que le patient n'est pas réceptif à tous ces messages. Et puis des fois, le patient arrive poussé par le vent, non pas le vent, mais le besoin, parce qu'il vient de réa ou d'une réa nutritionnelle, et il se retrouve ici sans avoir vraiment compris ce qui se passe, sans avoir vraiment décidé, choisi, pu se positionner ou compris, et finalement, donc effectivement, il se trouve dans un bain d'inconnus, et ça peut être heurtant. Tout à fait. Et je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est que parfois, les patients viennent un peu pour faire plaisir à un entourage. Ils viennent pour le compte d'un parent, d'une sœur, d'un ami. Et puis au cours de l'hospitalisation, quand ils commencent à adhérer au programme, en fait, finalement, ils se rendent compte qu'ils sont là pour eux. Mais pour en arriver là, en fait, il faut un peu ce qu'on dit de manière générale, laisser sa chance au produit, c'est-à-dire laisser la chance au patient aussi, de se rendre compte que précisément, c'est lui, c'est la raison pour laquelle il est là, c'est lui-même, en fait. Mais ça, il faut du temps. En fait, la clé dans le TCA, c'est le temps. C'est se laisser le temps.
Et en termes de temps, donc, la première hospitalisation, vous disiez que ça avait duré 9 mois, il me semble. Bah, la temporalité des soins est très intuitu personnelle. Oui, bien Ça sûr. dépend d'abord. Alors, encore une fois, moi, c'est parce que j'étais arrivée à des IMC très bas. Donc, il faut un temps de renutrition. Certains patients viennent avec des IMC plutôt OK, normaux. Donc, la temporalité des soins, elle est très personnelle. Je peux pas du tout donner de règles, il n'y en a pas. Chaque personne a une temporalité de soins différente. Ce que je peux vous dire, c'est que pour l'avoir vécu à 2 reprises, faire le parcours de soins dans son intégralité, pour ma part en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu. C'était le mettre le maximum de chance de mon côté, de pouvoir ensuite sortir d'une hospitalisation en étant mieux armée. Quand je suis rentrée cette fois-ci en hospitalisation complète, pour moi, il n'y avait pas d'autre choix qu'aller au bout. Pour moi, dès le départ, je savais que j'irais au bout de l'hospitalisation parce que j'étais tellement volontaire que l'option d'arrêter en cours n'existait pas. Mais encore une fois, je comprends et j'entends que certaines patientes, au bout d'une seconde phase, veuillent arrêter les soins parce que parfois c'est très difficile. Voilà. Quand vous avez une patiente comme moi qui arrive en hospitalisation complète, qui vous dit à poids extrêmement bas, je me sens énorme, je me vois avec des hanches difformes, bah, je peux vous dire que c'est compliqué aussi pour soi-même de comprendre à quel point on est malade, en fait. À quel point la maladie fait partie intégrante de ce qu'on est. On ne se définit plus par rapport à nos qualités et nos défauts, mais par rapport à ce qu'on est nous, c'est-à-dire ce qu'on est sur notre corps, dans notre tête, dans notre ressenti au moment où on vous parle. Peut-être qu'on peut appuyer un peu là-dessus aussi pour bien faire comprendre que quand quelqu'un dit que vraiment elle se voit, quand on parle de dysmorphophobie, c'est que quand quelqu'un dit qu'elle se voit d'une certaine manière, c'est vraiment ça ne correspond plus à son apparence physique factuelle. Alors, c'est très mystérieux, hein. Pour moi, en tant que soignante, ça a toujours été mystérieux. Parce que combien de fois j'ai accompagné des personnes dans le cadre d'un travail sur l'image corporelle, face au miroir, ou avec des outils tels que la vidéo, la photo, ou l'écoute, ou des soins d'approche corporelle via le toucher thérapeutique, et d'écouter, d'entendre ce symptôme qui appartient au patient et qui reste mystérieux pour celui qui l'écoute. C'est quelqu'un de très maigre qui vous dit qu'il a un gros ventre. Que faire? Comment conceptualiser ça? C'est très... Finalement, moi, je l'entends, je l'accueille, je l'écoute comme... je suis très seule. Moi, ce qui me touche dans cette expression-là, dans ces symptômes-là, c'est que finalement, je fais le constat d'une grande solitude et je me dis, toute mon énergie va être centrée sur comment créer du lien pour apaiser, pour mettre de la réalité et pour partager un peu quelque chose. La réalité, elle est toujours très singulière. Chacun voit, certains aiment le bleu reste le même, il y a ceux qui aiment pas. Donc finalement, comment trouver un espace commun autour d'un élément de réalité pour trouver le chemin de la relation et pour apaiser. Parce que quand on parle de dysmorphophobie, on parle surtout d'anxiété et de solitude et de retrait. Et on peut le comprendre comme quelque chose qui n'est pas le réel, qui serait presque délirant, mais qui n'est pas délirant, mais qui appartient au patient. Mais qui contribue à cette solitude, cet isolement. Avant d'aller plus loin, je voudrais juste revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au temps, parce que on travaille aussi, on a dans les propositions de soins des dispositifs, alors qui peuvent être longs, effectivement, et Sarah l'a très bien dit, la durée de soins, elle est conditionnée aussi souvent par le poids à reprendre, et on peut pas aller au-delà d'un certain rythme. 1 kilo par semaine, c'est déjà bien. S'il faut s'il faut mettre du concret dans le propos, mais on peut aussi avoir un poids normal et avoir besoin de soins et être hospitalisé sur une période qui n'ira pas en dessous de au moins 3 mois, parce que vous l'avez très bien reprécisé, le temps est un facteur important, c'est un réapprentissage. La maladie, elle s'inscrit dans la durée, elle est souvent là depuis un moment, et vient le temps du soin. Et le soin, lui, il a besoin de temps aussi. Et donc, c'est vraiment un réapprentissage. Et dans les modalités d'hospitalisation, on propose aussi des temps de soins qui sont peut-être plus courts des fois et peut-être plus axés sur des éléments symptomatiques, des troubles, et qui contribuent aussi à ce besoin d'accompagnement dans le cadre de changement
Oui. Par exemple, à la CMME, il y a également au 2e étage une unité d'hospitalisation qui accueille des patients qui souffrent d'hyperphagie boulimie, qu'on considère comme une addiction aux crises de boulimie et au vomissement, à l'hyperactivité physique, à tous les moyens de compenser ces crises. Et donc, nous, on propose des périodes de sevrage qui vont entre 3 et 4 semaines, en fonction d'autres comorbidités. Et effectivement, sur ces périodes-là, il y aura pas de phase de renutrition, il y aura pas de contrat de poids, etc. On va vraiment se focaliser sur cette période de sevrage. Et ce qu'on propose également, et ce qui fait écho à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que on propose avant les hospitalisations des groupes de parole de préparation à l'hospitalisation pour pouvoir permettre aux patients d'adhérer au mieux à l'hospitalisation. Et en fait, la différence entre les deux unités, c'est qu'il n'y a pas cette urgence qu'il peut y avoir quand on arrive d'un service de réanimation, de renutrition dans l'unité du 3e ici, qui propose des soins plus longs. Donc nous, on a vraiment le temps de pouvoir préparer le patient et ce temps-là, il est effectivement essentiel et nos patients nous le disent aujourd'hui. Ça permet de pouvoir projeter le cadre de l'hospitalisation avec toutes les contraintes qu'il peut y avoir, mais aussi de travailler sur certains objectifs ou certaines peurs en lien avec l'hospitalisation. Et vous avez raison, c'est des moments qui sont assez essentiels pour le patient pour pouvoir adhérer au mieux aux soins. Mais il faut quand même dire quelque chose, c'est que Sainte-Anne propose énormément de formules de soins et d'accompagnement différentes et c'est vraiment du cas par cas. Finalement, on ne peut pas faire une généralité du TCA. Chaque cas est différent et en fait, il existe aussi l'hôpital de jour intensif. Il y a vraiment énormément il y a la réhabilitation, il y a plein d'outils et de programmes aujourd'hui qui existent pour aider les gens souffrant de TCA. Et je rebondis sur ce que disait Nadine sur la dysmorphophobie. Je trouve aussi qu'en dehors effectivement du rapport à l'autre, c'est aussi l'estime qu'on a de soi-même. C'est-à-dire que notre corps traduit c'est un peu notre météo. C'est-à-dire que la dysmorphophobie, c'est un peu notre météo. Quand vous avez une patiente qui vous dit « je me sens énorme », alors même que, objectivement parlant, on sait qu'on ne l'est pas, mais là, c'est notre cœur, en fait, qui parle à la place de notre corps, finalement. Et quelque part, ça transcrit aussi ce mal-être qu'on a, qui est un mal-être métaphysique, finalement, même philosophique parfois, parce que finalement, on n'est jamais satisfaite, ni de notre corps, ni de notre poids. Là, je suis suivie maintenant en hôpital de jour, et il est vrai que lorsque je suis pesée toutes les semaines, puisque moi, j'ai évacué ce problème de pèse-personne chez moi, ça n'arrivera plus chez moi. Donc, quand je suis pesée tous les mardis, quand je viens à l'hôpital de jour, quel que soit le chiffre, mais je serai jamais contente. Je m'en rends bien compte. Donc maintenant, j'ai arrêté d'attacher de l'importance aux chiffres. Quel que soit le chiffre, ça n'ira pas. Parce qu'en fait, c'est moi qui ne vais pas bien. C'est pas le chiffre, c'est pas la balance, c'est moi. Quand moi, je vais me réconcilier avec moi-même, que je vais trouver une conduite générale, que je vais retrouver du sens à ma vie, quelque part, le chiffre, il sera ce qu'il sera, mais il aura moins d'impact. Il sera moins impactant sur ma journée. C'est très difficile, je pense, pour des gens qui ne sont pas porteurs de TCA, de comprendre ce que c'est que se lever le matin, ouvrir les yeux et de se dire « Alors, quel poids je peux bien faire aujourd'hui ?» Fonction de cette question va dérouler une journée complète ensuite. Et alors, elle peut être bien, ok, ou pas bien. Et chez nous, le problème, c'est que la demi-mesure, elle n'existe pas beaucoup. C'est tout bien ou tout mal. Et dans ce que décrit très bien Sarah, dans ce doute, finalement, cette incertitude, en tout cas, cette difficulté avec son corps, c'est aussi l'estime de soi, le regard que l'on porte sur soi. Et moi, j'ai une lecture aussi de cette situation qui est finalement quelqu'un qui est centré sur son poids ou son corps, ou cette image de soi, quelle qu'elle soit, perçue comme en tout cas anxiogène, difficile, elle fait souffrance. Et quand on a mal, on est dans son monde intérieur. Moi, quand j'ai mal aux dents, je suis dans ma bouche, dans ma tête, dans ma douleur. Et finalement, dans le TCA, on voit que les personnes qui souffrent comme ça de cette dysmorphophobie, elles sont dans un ventre qu'elles n'ont pas, mais en tout cas, elles sont centrées là-dessus et moins disponibles à ce qui se passe dans le monde extérieur, où se trouve l'autre.
Et donc, c'est vraiment la relation à l'autre qui va permettre finalement d'aller chercher l'autre dans ce repli, dans cette crainte, dans cette douleur, dans cette préoccupation, plutôt un envahissement quelquefois, hein, c'est omniprésent quelquefois. Et la relation va avoir pour objectif de créer du lien quand même. Là où la personne est très envahie, très centrée sur cette douleur-là. Et je voudrais juste redire une fois encore que il n'y a pas que des femmes maigres qui souffrent de TCA ou des hommes maigres. Il y a des gens qui ont un poids normal et qui en souffrent aussi. Il y a des gens qui sont plus forts et qui en souffrent aussi. Donc finalement, en fait, le poids, c'est vrai que c'est un critère très important, surtout, j'ai envie de dire, sur un plan de santé. Avant tout. Avant même de parler des conduites alimentaires sur le plan de la santé, sur le plan métabolique. Mais moi, je trouve qu'on porte un regard, en fait, assez biaisé, où en fait on élimine du coup beaucoup de gens qui sont en fait souffrants de TCA parce que physiquement, une fois encore, le corps ne traduit pas ça. Et d'ailleurs, il y a plein de patients qui rentrent en hospitalisation complète, qui ont des poids normaux et qui se sentent pas bien parce qu'en fait, ils sont dans un service ou dans une unité où il y a beaucoup de gens maigres et ils se disent, en fait, on part déjà avec un déséquilibre dans le soin parce que nous, sur notre corps, ça se voit pas autant que chez toi. Mais finalement, c'est pas bien sûr, ça va pas se voir autant, mais c'est pas parce que ça se voit pas autant que c'est pas aussi important. Voilà. Et justement, la légitimité dans les soins. Tout à fait. Et... La légitimité, elle est valable pour tout le monde. Ouais. Oui, puis ça amène aux préjugés qu'on peut avoir, justement, de se dire quelqu'un qui souffre de TCA, c'est forcément quelqu'un, en effet, de très maigre, etc., dans nos représentations peut-être sociétales. Alors que c'est ce qu'on disait quand tu parlais des soins en personnes boulimiques, des temps de sevrage, où finalement vous accueillez des personnes où finalement des fois ça se voit pas trop. Non, ça se voit même pas du tout. Oui. Et pour autant, ils sont très malades aussi. Oui, oui, tout à fait. Oui. Et du coup, ça, peut-être, on peut arriver un peu aux suites d'une hospitalisation, parce que vous disiez, vous continuez de venir en hôpital de jour, il me semble. Oui, alors les suites, elles sont aussi, là encore, très liées au parcours de soins. C'est-à-dire que quand vous faites, alors moi je parle pour l'hospitalisation complète, lorsque vous faites l'intégralité du parcours de soins, vous bénéficiez à la sortie de votre hospitalisation d'un programme qui s'appelle la réhabilitation, qui est organisé par une horde de soignants, que ce soit des psychiatres, des infirmiers, un package hyper complet d'accompagnement sur une année, pendant laquelle en fait les soignants vont vous aider à vous réimplanter dans votre vie quotidienne, que ce soit professionnelle, personnelle, familiale, intime. Ils vont vous aider à reprendre en main votre vie, ce que vous avez envie d'en faire. Donc ça, c'est un programme. Moi, j'avais demandé au cours de mon hospitalisation de pouvoir profiter aussi de l'hôpital de jour. Ça, c'est encore une autre formule et ça, c'est vraiment à la demande du patient. Pour moi, c'était quelque chose dont j'avais besoin en sortie d'hospitalisation, de pouvoir continuer, d'avoir des soins réguliers, d'être pesée en dehors de chez moi, d'avoir un suivi psychiatrique. Pour moi, c'était important. Donc, j'ai fait la demande pendant mon hospitalisation d'hôpital de jour. Donc, je viens tous les mardis. Ça, c'est une formule qui est valable 3 mois. Au bout de 3 mois, vous faites un point avec tous les soignants pour voir s'il y a une pertinence à poursuivre. Et en fonction de chaque cas, encore une fois, il est décidé ou non de continuer l'hôpital de jour. L'hôpital de jour, l'intérêt aussi, faut être très honnête, c'est qu'il y a un poids qu'on vous demande de respecter, une fourchette de poids. Et pour moi, c'est très engageant parce que c'est très important de se sentir encouragé par quelque chose. C'est-à-dire que moi, je sais que je peux avoir l'hôpital de jour parce que je reste dans ma fourchette de poids. Et ça, ça paraît comme ça bête, mais ça ne l'est pas du tout. C'est un contrat, encore une fois, moral envers soi-même, de se dire, voilà, il faut maintenir ce poids coûte que coûte. Peu importe, il y a des journées qui se passeront mieux que d'autres, c'est pas grave. L'important, c'est que le poids soit stable. Je vais vous dire quelque chose, mais la seule conclusion que je peux vous apporter, c'est qu'avec un poids stable, on peut faire beaucoup de choses pour s'aider. Lorsqu'on commence à perdre du poids, ça devient très compliqué parce que l'engrenage y revient, la machine, elle revient très vite. Et malheureusement, nos habitudes, on ne les perd pas. On les atténue, on les sevre pendant quelque temps, mais c'est comme toute addiction. Dès que vous remettez un peu le doigt dans l'engrenage, l'engrenage, il repart. Et souvent, quand il repart
malheureusement de plus belle. Oui, et puis c'est ce que disait Julie plus tôt. Finalement, il y a quelque chose qui existe et on ne peut pas l'oublier. Enfin, Bien sûr, c'est bien sûr. Et peut-être qu'on peut arriver un peu à parler de justement comment on parle de l'anorexie mentale et puis des TCA peut-être plus généralement dans la société. Peut-être vous parliez en tout début, en introduction, des facteurs sociétaux et du fait que peut-être il y a des choses qui en fait amènent et peut-être bousculent les personnes et les amènent à arriver à un trouble. Qui sont autres que leur propre terrain personnel, psychique, etc. Est-ce qu'on peut arriver un peu à parler de ça ? C'est assez multifactoriel en fait, les troubles des conduites alimentaires. C'est pas que sociétal, mais c'est pas aussi que psychologique, c'est pas que social, c'est pas que traumatique. Ça peut être un peu de chaque. Pas que traumatique, je vais juste rebondir, c'est que effectivement dans cette société moderne, actuelle, il y a beaucoup de traumas et il y a toutes les personnes qui ont subi un trauma ne développent pas de TCA et malheureusement dans les troubles du comportement alimentaire, on va trouver beaucoup de traumas aussi, pardon, mais je peux poursuivre juste pour rebondir sur le trauma. Oui, et aujourd'hui, alors effectivement, il y a on parle quand même de la société, et de ce qu'elle représente et de ce qu'elle nous renvoie, notamment il y a toujours, alors il y avait à l'époque, il y a pas très longtemps, on avait décidé, enfin les politiques avaient décidé d'un IMC minimum pour les mannequins, par exemple. Alors aujourd'hui, on voit que ça fout complètement le camp et que à nouveau, on revoit des femmes très très minces, très très maigres à la télé, sur les podiums, etc. Et il y a aussi l'aspect des réseaux sociaux qui est arrivé et où on voit cet engrenage avec la représentation des TCA sur les réseaux sociaux. On peut voir des femmes et des hommes d'ailleurs Qui font peur. qui montrent leur TCA sur les réseaux sociaux, qui montrent les symptômes de leur TCA, qui les valorisent. Donc, c'est quand même des choses sur lesquelles on essaye de travailler aujourd'hui, mais sur lesquelles on a très peu d'impact parce que en fait, ça nous dépasse, quoi. Je pense qu'en fait, finalement, on en revient à la question de départ, c'est l'autre. Aujourd'hui, la société, c'est l'autre, quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que la société nous... Il y a beaucoup d'injonctions quand même dans notre société, de manière directe ou indirecte, consciente ou inconsciente. On est tous exposés à notre manière, à notre niveau, aux médias, aux réseaux. Après, c'est comment on traduit l'information qu'on reçoit. Quelqu'un qui est fragile va l'interpréter d'une certaine manière. Quelqu'un qui est beaucoup plus robuste va l'interpréter d'une autre manière. Les critères de beauté, ils évoluent tout le temps. Il y a eu des périodes où des critères étaient revus. Quelque part, c'est comment nous, à ce moment-là, on prend l'information, comment on l'intègre dans notre mécanique. Je dois dire que moi, je suis encore d'une génération où les réseaux sociaux n'ont pas du tout été la cause ou la raison de ma pathologie, ni même un moteur dans mon TCA. Et je dois dire également que les nouvelles générations sont effectivement beaucoup plus connectées, beaucoup plus alimentées aussi en contenu, beaucoup plus exposées à tout un tas de contenus. Et il y a aussi quelque chose qui, moi, m'a beaucoup marqué pendant mon hospitalisation, c'est les sujets de harcèlement, qu'ils soient scolaires, intrafamiliaux, familiaux. Il y a une notion de violence morale, parfois physique, que ce soit dans des je reviens sur l'école, mais que ce soit dans un milieu scolaire, périscolaire, familial. Et quelque part, toute cette violence, en fait, se traduit aussi dans les réseaux. Donc finalement, on en revient toujours à l'autre. C'est quel est le poids de l'autre dans notre vie, quel est le poids de l'opinion de l'autre, de l'avis de l'autre, à quel point c'est impactant chez nous. Et c'est une grande question. Et très bien, je voudrais juste évidemment rebondir sur ce que vous venez de dire de précieux, qui est l'impact de l'autre, parce que l'estime de soi, qui est au cœur un des symptômes massifs dans ces troubles, l'estime de soi, elle ne vient pas de soi, elle vient de l'autre. Elle est conditionnée par ce que me dit l'autre. Complètement. Et on est dans une société de consommation. On va consommer beaucoup de messages, beaucoup d'images qui font peur. Et comment protéger ? Alors, il y a
moi, j'ai envie de revenir quelques instants aussi sur comment protéger, mais qu'est-ce qui fait cause et c'est quoi le déclencheur. Et bien souvent, je pense, et heureusement, pour dédramatiser aussi, parce que je pense que les contrepoints sont importants aussi, je pense que les réseaux sociaux, et je veux le croire, mais peut-être que je me trompe, sont souvent des déclencheurs. Et que la cause est quelquefois bien plus profonde. Mais les réseaux sociaux envoûtent et isolent. Et l'isolement, c'est ce qui fait danger. Dans le retrait, dans le repli sur soi et dans cette maladie. Donc, je pense qu'il y a des questions à se poser sur quel est l'impact finalement. Mais les causes, Julie l'a dit tout à l'heure, elles sont plurifactorielles, elles sont nombreuses. Et puis, je l'ai rappelé au début en disant que finalement, le phénomène de la restriction, de l'hyperactivité, ça vient aussi de notre ADN. Hein. C'est des expressions génétiques, épigénétiques, génétiques d'abord et épigénétiques ensuite. Voilà, nous sommes porteurs de ces potentialités-là, quelquefois de certaines vulnérabilités qui vont se développer dans certains contextes. Mais est à rappeler, quand même, effectivement, nous sommes dans une société propice à ça, à cette discrimination-là, à cette stigmatisation-là, à cette difficulté à vivre ensemble, et puis surtout à grandir ensemble. Hein. Je vous rejoins totalement, Sarah. Comment grandir ensemble pour ensuite vivre ensemble. Et est-ce que vous avez des éléments marquants comme ça? Parce que donc, c'était pas les réseaux sociaux, vous le disiez, vous êtes moins marqué par les réseaux sociaux dans ce qui peut déclencher comme élément déclencheur de la maladie, mais est-ce qu'il y a comme ça des épisodes ou des images sociétales qui vous ont marqué, peut-être même avant du coup aux 20 ans, et qui sont restées ensuite comme... J'ai envie de vous dire non, parce que dans mon cas très précis, c'est mon TCA. Maintenant, j'ai réussi avec, à force d'être aidée par toutes les équipes médicales, à comprendre, en tout cas, le terrain qui s'est créé autour de moi et qui a provoqué finalement l'apparition, l'expression de mon TCA. Maintenant, je vois, pour avoir vu quand même de manière assez flagrante à quel point les algorithmes aujourd'hui prédéterminent beaucoup de contenu. Finalement, on devient un peu, on subit un peu notre propre exposition quelque part. Vous allez chercher un mot-clé sur l'alimentation. Alors, quand vous êtes atteint d'un TCA, c'est beaucoup plus vrai que pour quelqu'un qui ne l'est pas. Mais globalement, l'alimentation est au cœur de la vie de tout à chacun. On doit manger pour vivre. Donc, de toute façon, de fait, l'être humain doit se nourrir. Et aujourd'hui, il y a quand même ces effets de mode, et sur le plan esthétique, et sur le plan alimentaire, du dernier restaurant à la mode, de la dernière cuisine à la mode, de la dernière tendance culinaire à la mode. Donc, quelque part, toutes ces injonctions sont quelque part effectivement de manière inconsciente ou consciente, très subtilement s'intègrent dans votre mécanisme de pensée. Maintenant, on se dit dans sa tête, moi j'avais plein de prérequis, j'avais plein d'idées préétablies sur comment c'est bien manger. Voilà, moi j'avais ma petite recette à moi qui a fait forcément des miracles puisque j'ai fait 7 mois d'hospitalisation. Donc le bien manger, le bien penser, le bien se nourrir, le bien faire du sport. En fait, tout est bien pensé pour nous-mêmes. De quelque part, effectivement. Et c'est en ça que le sevrage et les propositions de sevrage sont hyper importantes parce que quelque part, on se détache de cette exposition. Parfois, on l'a subi, l'exposition. Et c'est en ça que on prend aussi conscience, finalement, de notre dépendance à tous, à nos téléphones, à tout ce qui fait notre quotidien, au numérique de manière générale. C'est ce qu'on appelle le conditionnement. Nous sommes tous conditionnés, voilà. Et donc, c'est un phénomène envoûtant que le conditionnement. Mais le conditionnement, c'est l'apprentissage. On apprend quelquefois des mauvaises conduites. Et le temps de soin, si on parle de TCC, c'est aussi un temps de déconditionnement et de reconditionnement. Mais c'est vrai que dans notre société, et puis je trouve tout à fait pertinent cette idée on subit quelque chose de plus on va vers des réseaux sociaux dans certains domaines et plus on va être abreuvé, noyé, envoûté. Et puis il y a toute une violence dans les réseaux. Attention, il y a aussi tout ce caractère extrêmement violent, stigmatisant des réseaux sociaux qui là dépasse complètement le cadre même du TCA. C'est même sur la santé mentale de manière générale, à quel point les réseaux et notre communication, notre connectivité
et peut être toxique à notre santé mentale de manière beaucoup plus générale. Il ne faut pas oublier de dire un truc, c'est que le TCA, c'est une maladie aussi de la tête. Hein. Nous, on a un syndrome effectivement traumatique ou pas, mais notre cerveau comprend et analyse les choses d'une manière différente, en fait. Et ce qui va pour quelqu'un qui n'est pas porteur de ce syndrome paraître normal, chez nous, va prendre des proportions complètement dingues. Vous voulez dire que si vous êtes exposé à une image de maigreur, ça va peut-être pas avoir le même impact. Tout à fait. D'ailleurs, ça c'est à titre très personnel. Quand vous finissez une hospitalisation complète, parfois on vous propose de voir vos photos d'entrée à l'hôpital. Moi, j'ai demandé à les voir. Ce n'est pas obligatoire. Quand je les ai vus, j'ai été effrayée de ce que j'étais. Pour vous dire à quel point, à un moment donné, en fait, on est tellement malade qu'on ne se voit plus. On ne voit plus notre corps, on ne se voit plus, on ne se sent plus. Quand j'ai vu mes photos d'entrée à l'hôpital, lorsque j'ai dit les derniers mots avant d'en sortir, j'ai dit, je préfère 1 milliard de fois mon corps d'aujourd'hui que lorsque je suis arrivée. Pour vous dire à quel point on se rend même pas compte. Je vous propose peut-être d'arriver... Enfin, vous aviez quelque chose à dire, rebondir ? D'arriver sur une phase un peu de conclusion et peut-être de proposer des conseils pratiques ou des ressources, sachant que si on a des ressources, on les mettra en description de l'épisode, du podcast et sur les réseaux sociaux. Mais si vous avez des conseils, même ce que vous voudriez dire aux gens qui nous écoutent, en fait. On peut parler aussi de la ligne d'écoute TCA. Nadine, toi, tu fais partie des écoutantes, donc tu en parleras mieux que moi. Mais ça peut être un apport pour les patients qui n'osent pas encore aller vers les soins et qui n'ont jamais entendu parler des structures de soins auxquelles elles pouvaient avoir accès. Donc, Nadine, Ouais, Julie, c'est une écoute gratuite du lundi au vendredi, sauf le mercredi, l'après-midi. Et on va trouver le numéro de téléphone que je n'ai pas en tête sur le site de la FAB, la Fédération française d'anorexie-boulimie, qui donc propose un numéro gratuit d'écoute 4 fois par semaine. Et avec aussi sur le site de la FAB un accès, des dispositifs, des réponses. Si vous cherchez un professionnel, différentes structures sur tout le territoire national qui peuvent vous accueillir et vous prendre en charge pour les troubles des conduites alimentaires. Les actualités de formation aussi pour les professionnels, tout un dispositif aussi pour les usagers. Donc voilà. Et ça, c'est une bonne première réponse et riche, avec beaucoup de ressources. Et puis surtout, dire aux gens de ne pas hésiter à en parler à leur médecin généraliste, à leur psychologue, à leur psychiatre. Même aux urgences, si ça aussi, les urgences, n'importe quel service d'urgence, le CPO en région parisienne. Voilà. Ok. Est-ce que vous auriez Moi, je pense que le plus important, c'est de ne pas avoir honte. De ne pas se sentir honteuse de ne pas avoir honte. Parce qu'à partir du moment où on n'a pas honte de ce qu'on fait et de ce qu'on est, après se faire aider, on a énormément de chance en France parce que effectivement, comme le disaient les soignantes, il existe quand même énormément d'options et d'aides. Mais le plus important, je trouve, c'est de ne pas avoir honte. De se sentir vraiment décomplexé par rapport à son TCA et en fait c'est pas de notre faute, voilà, de se dire c'est pas de sa faute et aidez-moi. Et là, quand vous dites c'est pas de ma faute, c'est parce que vous faites aussi allusion à un symptôme très présent, la culpabilité finalement. Oui, bien sûr, je pense qu'il y a aussi ça. On est aussi très empreint de culpabilité. On a honte, on a beaucoup de honte, de gêne parce que on veut garder cette façade et je trouve que effectivement ne pas avoir honte de dire qu'on a besoin d'aide. Voilà, oser dire qu'on a besoin de l'autre. Merci beaucoup à vous trois pour vos témoignages. Merci à tous. Merci à vous, merci Sarah pour ce temps d'échange. Moi j'en profite aussi pour remercier encore une fois toutes les équipes médicales du GHU qui sont exceptionnelles et à bientôt.